Maîtriser cette technologie, c'est déjà en soi un sujet stratégique pour pas être complètement dépendant de tiers sur des solutions technologiques qui peuvent devenir omniprésentes dans notre vie quotidienne. Bonjour Aude Durand. Ouais, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Iliad, responsable de l'intelligence artificielle. Merci de me recevoir ici à Station F où, ça y est, vous venez de lancer QTAI. QTAI, une fondation pour l'intelligence artificielle. À l'origine de cette initiative, des grands noms, Xavier Niel du groupe Iliad, Rodolphe Saadé de CMA-CGM, Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Mais qu'est-ce que c'est que QTAI exactement ? Alors, QTAI, c'est une équipe qui a vocation à travailler sur de la recherche fondamentale en intelligence artificielle et qui s'est donné comme mission de partager l'intégralité de ses travaux en open source et même en fait plus loin en open science, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment publier l'intégralité des méthodes et des modèles pour que l'ensemble de l'écosystème puisse s'en nourrir, mieux comprendre l'intelligence artificielle et puis développer plus d'usages. Et puis ça a aussi une vertu de transparence et de confiance en fait dans les modèles qui vont pouvoir sortir, puisque tout le monde pourra les auditer, tout le monde pourra les manipuler. Donc voilà, cette mission Open Science est vraiment au cœur du projet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un OpenAI à la française ou un DeepMind à la française, DeepMind étant le lab de recherche de Google ? Alors, c'était peut-être ce qu'était OpenAI au début. La première mission d'OpenAI, c'était effectivement d'être open. Je pense qu'on peut se dire que la mission a un petit peu changé depuis que Microsoft est devenu un investisseur important. Et en fait, pour DeepMind, c'est un petit peu la même chose. Il y avait une vocation un peu plus scientifique avant le rachat par Google. Là, l'objectif, c'est vraiment que ce laboratoire reste indépendant. En tout cas, c'est avec cette idée-là qu'on a créé le projet, que l'équipe a rejoint le projet, et c'est pour ça qu'on souhaite lever des fonds significatifs pour pouvoir leur donner cette pérennité pour rester indépendant le plus longtemps possible. Alors justement, parlons un petit peu d'argent, si vous permettez, avant de parler de ce que vous allez faire, de ce que va faire QTAI exactement. 300 millions d'euros. C'est pas rien. 100 millions de la part de Xavier Niel, 100 millions de Rodolphe Saadé, apparemment autour de 100 millions aussi de la part d'Eric Schmidt. Donc ça nous fait 300 millions à l'arrivée. C'est bien. OpenAI a démarré avec 100 millions. Mais est-ce que c'est réellement significatif par rapport à la taille des investissements aujourd'hui ? Microsoft a mis 1 milliard dans OpenAI récemment. Moi, je pense qu'il faut pas se laisser impressionner par les investissements réalisés par Microsoft. C'est aussi un peu le jeu. C'est-à-dire que plus ils montrent qu'ils investissent des milliards, plus ils espèrent créer une espèce de barrière à l'entrée virtuelle. Si on s'arrêtait à ça, au montant que les entreprises sont capables d'investir, tout le paradigme des startups n'existerait pas, parce qu'on se dirait que toutes les grandes entreprises sont censées dominer leur domaine et qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux petits entrants qui renversent la table. Donc pour moi, ce sujet n'est pas un sujet, d'autant plus que près de 300 millions, c'est quand même un montant très significatif qui leur permet d'accéder à de la puissance de calcul tout à fait j'allais dire honorable, mais même plus que ça en fait, qui permet vraiment d'entraîner des modèles très performants en très peu de temps. Il se trouve que avec Scaleway, on avait à disposition donc ce superpod Nvidia H100 qui est la toute dernière technologie qui existe, comme le disait Jensen Huang ce matin. Pardon, donc je précise, Scaleway est filiale également du groupe Iliad, qui vient d'investir, pareil, on parle en centaines de millions d'euros, notamment dans l'achat d'un supercalculateur avec des cartes graphiques Nvidia. C'est sur cette puissance de calcul notamment que vous allez vous appuyer ? Oui, voilà, c'est notamment cette puissance de calcul qui va être mise à disposition de l'équipe de QTAI. Scaleway va continuer ses investissements et a vocation à continuer à développer son portefeuille de produits liés à l'intelligence artificielle. L'ambition de ce projet est vraiment globale. Le niveau de cette équipe est vraiment parmi les meilleurs au monde. Et donc, bien sûr qu'on serait ravis qu'une équipe comme celle-ci fasse les prochaines grandes découvertes d'intelligence artificielle. Ce serait un immense rayonnement pour la France et pour l'Europe. Et comme c'est de l'open science, ça permettrait vraiment de construire une intelligence artificielle next generation de confiance. Mais néanmoins, ça reste de l'open science, donc ça ferait pas
une suprématie européenne pour autant. Tout le monde pourrait se servir de cette recherche. C'est le propre de la recherche ouverte. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport aux autres pôles de recherche qui peuvent exister en France? Il y a le laboratoire et qui font aussi de ce que vous appelez l'open science, c'est-à-dire que après le but étant de partager les avancées en matière de connaissances. Il y a Meta, enfin avec son laboratoire FAIR. Il y a la recherche publique aussi en France. Il y a l'INRIA. Comment vous êtes concurrent finalement de ces pôles-là? Alors, je pense qu'il y a une petite différence avec l'open source qui est fait chez Meta, où l'open source tel qu'il est généralement entendu dans le milieu, c'est déposer sur GitHub, donc une plateforme de code, les paramètres les poids du modèle. Donc, ce qui permet en fait d'exploiter le modèle. Mais en revanche, est très rarement publié la méthode qui a permis d'entraîner le modèle, les datasets. Donc comprendre finalement les petites choses qui sont à l'intérieur du modèle, qui permettent d'en comprendre la subtilité, qui permettent de comprendre comment il a été développé, ça c'est rarement accessible. Ça l'est plus dans la recherche publique, effectivement, qui existe en France, comme vous le disiez. Et, enfin, il y a des très bons scientifiques dans la recherche publique. Et on les rencontre régulièrement. Et d'ailleurs, dans l'équipe, il y a un des chercheurs de l'équipe qui est passé par l'INRIA. On n'a absolument rien contre la recherche publique et je veux surtout pas critiquer ces gens qui font un maximum d'efforts. Pas avec les mêmes efforts, pas avec les mêmes soutiens financiers. Voilà, je pense qu'effectivement, là où le bât blesse, ça peut être sur les sujets de financement et sur les sujets peut-être de vélocité en termes de charge administrative. Ben, voilà. Et donc là, l'objectif, c'était de les libérer de toute charge administrative et bureaucratie et de leur donner des financements effectivement très conséquents. Pour vous donner un ordre de comparaison, là, on dit qu'on va leur mettre à disposition donc un supercalculateur de 1000 GPU de toute dernière génération, à eux tout seuls, à une seule équipe. Aujourd'hui, un supercalculateur académique comme Jean Zay peut se partager entre plusieurs centaines de projets. Je crois que on me parlait il y a 10 jours quand je parlais à l'équipe responsable de Jean Zay de 600 projets qui se partagent cette ressource. Donc c'est super qu'elle existe, c'est important qu'elle existe et qu'il y ait beaucoup de projets qui puissent y avoir accès, mais ça donne pas tout à fait le même ordre de grandeur à ce qu'il est possible de faire pour les équipes de recherche derrière. Jean Zay, le supercalculateur public qui est installé sur le plateau de Saclay. Alors, c'est de la recherche fondamentale, on le comprend bien, malgré tout. Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent? À quoi va servir cette recherche? Est-ce que vous savez demain, les chercheurs qui sont là, quelles avancées ou quels produits, même commerciaux ou autres, en intelligence artificielle, ils vont faire? Dans quelle direction vont-ils aller? Alors déjà, on parle pas de produits commerciaux. Ça, c'est très clair. Donc, on ne pourra pas présager de ce qu'un jour pourraient être des entreprises qui se créeraient grâce aux produits de la recherche. Enfin, là, vraiment, on est à trop long terme pour anticiper ça. Je pense que sur les axes de recherche, ils ont donné quelques indications ce matin sur les sujets qui les intéressaient. Il y a notamment les sujets de multimodalité, c'est-à-dire aller plus loin qu'un modèle de langage texte et pouvoir ajouter de l'audio, de la vidéo, de l'image, le tout en un seul modèle, pour peut-être pouvoir aller vers une forme d'assistant personnel en intelligence artificielle, qui a une interface vraiment multimodale avec nous. Il y a plein d'axes différents qui ont été mentionnés, le fait d'aller travailler sur la vérification des réponses du modèle, donc le fait que ce soit factuel. Pour éviter les hallucinations, etc. Par exemple, l'interconnexion avec des outils qui existent déjà comme Wikipédia ou des compilateurs Python. Je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure. Mais ils ont déjà beaucoup d'idées. Encore une fois, ce sont des experts dans leur domaine. Ils savent très bien quels sont les axes de recherche encore un peu sous-exploités ou sous-explorés et dans lesquels ils pourraient aller chercher des avancées significatives. On sent bien qu'il y a une compétition internationale qui est féroce aujourd'hui avec des enjeux que la plupart des gens ne mesurent pas forcément, mais la puissance potentielle de l'intelligence artificielle, c'est le pouvoir de demain, c'est le pouvoir des États pour demain. Donc pour vous, c'est une clé vraiment, c'est une étape très importante, la création de QTI aujourd'hui. Alors pour moi, ce qui est important pour la souveraineté française et européenne, c'est qu'au moins avec ce dispositif, on se donne les moyens de continuer à avoir des talents qui maîtrisent les meilleures technologies dans ce domaine. Et maîtriser cette technologie, c'est déjà en soi un sujet stratégique pour pas être complètement dépendant de tiers sur des solutions technologiques qui peuvent devenir omniprésentes
dans notre vie quotidienne. Et ça, en soi, je trouve que c'est déjà une réussite pour le pays et pour l'Europe. Le but, c'est aussi de garder en France les chercheurs français qui ont de plus en plus souvent tendance à s'expatrier dans des entreprises étrangères. Alors oui, bien sûr, c'est de leur donner un débouché. Après, le but, c'est pas d'interdire aux gens d'aller à l'international, de faire des allers-retours entre la France et les États-Unis ou ailleurs. Mais c'est important qu'à un moment donné, il y ait des débouchés sérieux pour des gens ambitieux et talentueux, et qu'on puisse leur donner les moyens, s'ils ont envie de rester ici, de le faire, voire même de réimporter du savoir-faire qu'ils ont appris ailleurs. Et c'est ça l'objectif. Quelles étapes vous fixez ? Est-ce qu'il y a déjà des échéances en termes de, je sais pas, de publication à une certaine date ou d'arriver à établir déjà des modèles en particulier ? Alors moi, je fais pas partie de l'équipe de recherche, donc je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. Mais oui, je sais qu'ils travaillent sur une roadmap, ils ont déjà des idées bien claires sur ce qu'ils vont produire, donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Encore une question. C'est une initiative française, mais qui s'inscrit dans un cadre européen. Pourquoi pas avoir fait quelque chose, justement, de dimension européenne ? Les Allemands viennent de créer un groupe pour un peu similaire, avec plusieurs grands acteurs traditionnels qui se lancent dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas avoir fait quelque chose conjointement avec l'Allemagne, par exemple ? Alors c'est pas du tout qu'on n'a pas voulu le faire, c'est juste qu'effectivement on a essayé d'aller vite sur ce projet, et donc on a exploité un écosystème qui était plus proche de nous et qui nous permettait d'avancer. Bon, encore une fois, la participation de quelqu'un comme Eric Schmidt au financement, ça montre quand même qu'on n'est pas sur un projet franco-français, et on serait ravis de pouvoir accueillir des financements d'autres pays en Europe, de pouvoir ouvrir des antennes de ce laboratoire ailleurs en Europe, de recruter des chercheurs ailleurs en Europe. Il y a absolument aucune limitation qui est mise à ce stade, et dans les conseillers scientifiques qui ont été présentés pour QTI, Bernard Scholkopf est allemand, par exemple. Et à propos de conseillers scientifiques, il y a également Yann Lequin. Quels seront le rôle de ces conseillers scientifiques ? C'est quelque chose qui se fait assez couramment, d'avoir des parrains, marraines de projets comme celui-ci. L'idée, c'est d'avoir des scientifiques de renom qui peuvent permettre de donner une perspective un peu nouvelle à l'équipe de recherche, enfin, de leur donner un feedback sur les axes de développement qu'ils souhaitent prendre. Donc c'est des réunions ponctuelles et des meet-ups 1 ou 2 fois par an pour être sûr de passer en revue toute la roadmap de développement et de recherche. Dernière question, vous avez reçu le soutien du gouvernement, message du président de la République à l'occasion du lancement, intervention sur place du ministre du numérique Jean-Noël Barrot. C'est important cette caution gouvernementale ou c'est une tentative de récupération ? Oh non, je dirais pas que c'est une tentative de récupération. Nous, on est très contents d'avoir le soutien gouvernemental sur ce projet. C'est une marque de confiance sur le fait qu'on fait quelque chose qui peut vraiment servir à notre pays. Et je pense qu'on a tout intérêt à continuer à solliciter l'intérêt de nos politiques sur des sujets comme l'intelligence artificielle qui sont cruciaux pour notre avenir. Donc il faut plutôt y voir, moi je le vois avec beaucoup d'optimisme, en me disant que ça veut dire qu'on continuera à pouvoir avancer dans un environnement favorable à l'écosystème. Merci beaucoup. Aude Durand, directrice générale adjointe du groupe Iliad, responsable de l'intelligence artificielle. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience de qualité. Plusieurs formats sont possibles, spot classique, message host read, contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rien de plus simple. Rendez-vous dès à présent sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact, et envoyez-nous un message. On a certainement plein d'idées à partager.